Pendant près de 3 ans, les équipages de chars allemands avaient vécu dans un mythe d'invincibilité. L'histoire avait été écrite dans l'acier et le sang depuis août 1942, quand le Tiger I avait grondé pour la première fois au combat à Leningrad. Ces premiers Tigers semblaient violer toutes les règles fondamentales de la guerre blindée que les soldats des deux camps comprenaient. Le canon de 88 mm du Tiger pouvait endommager de nombreux chars alliés à longue portée, parfois même à près de 2000 mètres. Mais les conditions réelles du champ de bataille permettaient rarement de tels tirs à longue distance, et la précision devenait beaucoup plus faible à cette portée. Des distances si grandes que les chars ennemis apparaissaient comme de simples points à l'horizon. Leur blindage, le front de la tourelle du Tiger, était principalement épais de 100 mm, et seules certaines zones renforcées autour du canon atteignaient environ 120 mm, les rendant virtuellement immunisés contre les canons de chars alliés standards aux portées de combat normales. Les mathématiques étaient brutalement simples et dévastatrices d'efficacité. Le canon M3 de 75 mm du M4 Sherman pouvait pénétrer le blindage frontal du Tiger à environ 100 à 200 mètres. Et c'était encore difficile, mais cela ne nécessitait pas des angles extrêmement rares comme on le prétend souvent. Mais le 88 mm d'un Tiger pouvait transpercer le blindage frontal d'un Sherman à 2000 mètres. Les équipages allemands n'avaient pas besoin d'être des génies mathématiques pour comprendre ce que cela signifie. Dans de nombreuses batailles, le Tiger avait une portée effective plus longue, mais le terrain, l'artillerie et la puissance aérienne limitaient souvent cet avantage, de sorte qu'il ne pouvait pas toujours détruire les chars ennemis avant d'être menacé. À la fin de 1944, le Tiger était encore un char dangereux, mais son avantage était devenu plus faible car les Alliés disposaient désormais de canons plus puissants et de meilleurs chasseurs de chars. Un seul Tiger pouvait ralentir une avance alliée dans des situations particulières. Bien que ce ne fût pas quelque chose qui arrivait très souvent, l'effet psychologique s'avéra aussi puissant que l'avantage mécanique lui-même. Les équipages de chars alliés développèrent ce qu'ils appelaient la fièvre du Tiger, une sorte de panique qui leur faisait voir des Tigers partout, signalant bien plus de rencontres qu'il n'en survenait réellement. Chaque char allemand devenait un Tiger dans leur esprit, chaque engagement un frôlement avec un monstre invincible. Pendant ce temps, les équipages de chars lourds allemands développèrent une croyance presque mystique en leur propre invulnérabilité. Ils peignaient des anneaux de victoire sur leurs tubes de canon, comme des pilotes de chasse, comptant leur victoire avec fierté. Les vétérans du Schwere Panzer Abteilung 506 décriraient plus tard le sentiment d'invincibilité qui accompagnait l'utilisation des Tigers. De nombreux équipages de Tiger se sentaient très confiants grâce à leur blindage solide et leurs canons puissants, bien qu'en réalité, ils faisaient encore face à de sérieux dangers venant de l'artillerie, des attaques aériennes et des armes anti-chars alliées plus puissantes. Dans la doctrine défensive allemande, le Tiger n'était qu'un élément de soutien, et la fondation principale restait l'utilisation de canons anti-chars, de positions de terrain solides et de couches défensives profondes. Les positions étaient choisies spécifiquement pour exploiter l'avantage de longue portée du Tiger. Les ordres étaient clairs: engagé à distance maximale là où l'écart technologique était le plus grand. Même alors que l'Allemagne reculait à travers la France et vers les Pays-Bas à la fin de 1944, même alors que les pénuries de carburant et la rareté des pièces de rechange affligeaient chaque unité, les équipages maintenaient leur confiance. Ils pouvaient être en infériorité numérique de 10 contre 1 ou 20 contre 1, mais ils avaient les meilleurs chars. La qualité triompherait de la quantité. Cela avait toujours été ainsi. Ce que ces équipages allemands confiants ne savaient pas, ce qu'ils ne pouvaient pas savoir, c'est qu'à 8000 km de là, dans le cœur industriel de l'Amérique, depuis 1942, des ingénieurs américains travaillaient sur de nouvelles conceptions de chars pour remplacer le Sherman et améliorer la puissance de feu. Et ce développement mena plus tard au M26 Pershing. Le chemin vers le M26 Pershing commença par une amère prise de conscience que les concepteurs de chars américains durent accepter. Le M4 Sherman, l'épine dorsale des forces blindées américaines, avait été conçu en 1941 pour combattre le Panzer IV avec son court canon de 75 mm. Quand les Sherman rencontrèrent les Tiger en Italie et en Normandie, ils furent surclassés en blindage, puissance de feu et portée. Les rapports du front rendaient clair que quelque chose devait changer. À la fin de 1942, les officiers d'artillerie américains commencèrent à planifier un nouveau char avec un canon de 90 mm. Et en 1943, ce travail se transforma en projet T-25 et T-26 qui étaient destinés à tenir tête au blindage plus lourd de l'Allemagne. Ils avaient l'intention de construire un char lourd capable de résister à tout ce que l'Allemagne possédait.
L'ampleur du projet était encore extraordinaire et le travail était réparti entre plusieurs grandes usines automobiles, de nombreux sous-traitants et des milliers de travailleurs dans différents États qui étaient déjà habitués à construire des Shermans et d'autres véhicules blindés. La division Fisher Body de General Motors, qui produisait des Shermans dans le Michigan, reçut l'ordre de se réoutiller pour le nouveau char. Ce n'étaient pas de petites mises à jour, mais des changements fondamentaux. Nouveau moulage de tourelles, nouveau système de transmission, et l'intégration d'un canon de 90 mm précédemment utilisé uniquement dans des rôles anti-aériens et de chasseurs de chars. Le canon M3 de 90 mm était un pas en avant majeur, et il tirait un obus perforant de près de 11 kg à plus de 850 mètres par seconde. Dans les données de test américaines, l'obus M82 APC pouvait pénétrer environ 150 mm de blindage à environ 500 mètres, et l'obus HVAP, avec son noyau en tungstène, pouvait pénétrer bien plus de 250 mm à cette distance. Donc, sur le papier, le canon pouvait sérieusement menacer les Tigers, et même le Tigre Royal si l'équipage pouvait obtenir un bon tir. La sécurité autour du nouveau char était plus stricte que d'habitude, et de nombreux travailleurs savaient simplement qu'ils construisaient un type plus lourd lié à la ligne Sherman. Des récits ultérieurs suggèrent que des pièces étaient fabriquées dans plusieurs usines, comme pour d'autres véhicules de guerre, mais le vrai secret se concentrait sur la façon dont les premiers Pershing seraient expédiés et introduits au combat. Quand les premiers Pershings en janvier 1945, 20 T-26E3 Pershings furent expédiés des États-Unis vers l'Europe sous un niveau de secret plus élevé, et les équipages qui s'étaient entraînés dessus à Fort Knox reçurent l'ordre de décrire les chars simplement comme de nouveaux Shermans, la traversée de l'Atlantique vers Anvers les fit passer par des eaux infestées de sous-marins, et les hommes savaient qu'ils escortaient un nouveau type de char qui pourrait changer les batailles futures, même si seulement quelques-uns arriveraient avant la fin de la guerre. Quand le chargement atteignit Anvers plus tard en janvier 1945, les Pershings furent remis à la première armée américaine, puis répartis entre les 3e et 9e divisions blindées opérant près de la rivière Roer et autour de Duren. Le 25 février, quand les Pershings atteignirent les unités de première ligne, les usines américaines avaient déjà construit plus de 200 chars avec une production en accélération. À la fin de 1945, les usines américaines avaient construit environ 2200 chars Pershing au total, la plupart venant de l'usine de Grand Blanc de Fisher et le reste de l'arsenal de chars de Détroit exploité par Chrysler. En comparaison, l'Allemagne ne construisit que 1347 chars Tiger I et 492 Tigres royaux pendant toute la guerre. L'industrie américaine était maintenant capable de produire des chars lourds à une échelle que l'Allemagne ne pouvait égaler. Pourtant, en février 1945, alors que le premier Pershing roulait vers le front, caché parmi les Shermans, les commandants allemands avaient peu conscience du nombre de chars lourds américains maintenant en production ou de la rapidité avec laquelle le nouveau type pourrait apparaître. L'échec du renseignement du côté allemand était complet et catastrophique. Malgré l'un des services de renseignement les plus efficaces des premières années de guerre, malgré les interceptions de signaux, la reconnaissance aérienne et les réseaux d'informateurs, le renseignement allemand avait très peu d'informations claires sur le nouveau char lourd américain, et le Pershing n'apparut sur le front occidental qu'au début de 1945, en petit nombre. Les commandants allemands s'étaient convaincus que les Américains avaient choisi la quantité plutôt que la qualité comme doctrine stratégique permanente, que la démocratie industrielle de l'autre côté de l'Atlantique était intrinsèquement incapable de produire des armes techniquement sophistiquées. Ils ne pouvaient concevoir que l'industrie américaine puisse pivoter vers la production de chars lourds, tout en maintenant sa production massive de Sherman et d'avions et de navires et de tout le matériel de la guerre moderne. La plupart des matériels de formation allemands et des tableaux de reconnaissance se concentraient sur les nombreuses versions du Sherman et d'autres chars alliés courants, et les archives survivantes ne montrent pas clairement que les programmes de chars lourds américains, comme le Pershing, étaient couverts en détail. Les commandants allemands supposaient souvent que les États-Unis s'appuieraient sur de grands nombres de chars existants, plutôt que d'introduire une conception lourde complètement nouvelle. C'était exactement le genre de supposition qui fait tuer des armées. Les 20 premiers chars T-26E3 Pershing arrivèrent en Europe en janvier 1945, dans le cadre de la mission Zebra, et le général Bradley en donna 10 à la 3e division blindée et 10 à la 9e division blindée.
La 3e division blindée commença à utiliser ces nouveaux Pershing au combat vers le 25 février 1945, mélangeant un char dans chaque compagnie de Sherman afin que les équipages puissent tester la conception dans des conditions de combat réelles. Ils étaient peints avec la peinture standard, vert olive, et portaient des marquages d'unités normaux pour les faire se fondre, bien que leurs canons plus longs et leur profil plus bas les rendaient distinctifs pour quiconque savait quoi chercher. Les équipages reçurent des ordres stricts, éviter le combat sauf en engageant des chars lourds allemands. L'objectif était de garder le secret aussi longtemps que possible pour maximiser le choc quand la révélation viendrait finalement. Le 26 février 1945, près de la ville d'Elsdorf, le premier Pershing fut mis hors de combat. Le T-26E3, que l'équipage avait surnommé Fireball, fut touché par un Tiger I dans une embuscade à courte portée. L'obus de 88 mm du Tiger frappa le mantelet du Pershing, tuant le tireur et le chargeur instantanément. Mais même cet engagement révéla quelque chose que les Allemands ne comprirent pas. Le Pershing fut récupéré et réparé pour le 7 mars, démontrant les capacités américaines de maintenance et de récupération que l'Allemagne ne pouvait plus égaler. Le char, qui aurait dû être une perte permanente, était de retour en action en quelques jours. Dans les jours suivants Elsdorf, certains équipages de chars allemands combattirent des véhicules américains qu'ils ne pouvaient pas facilement reconnaître dans la fumée et la confusion, et ils commencèrent à réaliser qu'à certaines portées, le canon de 90 mm du Pershing pouvait percer leur blindage plus facilement que le canon d'un Sherman. Des récits ultérieurs décrivent des coups à longue portée par des Pershing contre des chars allemands, mais il n'y a pas de trace d'archives claires d'un rapport spécifique d'équipage de Panther à 1800 mètres ayant été déposé et rejeté au quartier général supérieur. Après tout, les chars américains étaient censés être inférieurs. Tout le monde le savait. Le manuel d'instruction le disait. 3 ans d'expérience de combat le confirmaient. L'idée que les Américains avaient secrètement développé un char lourd capable de menacer les Tigers et les Panthers semblait trop invraisemblable pour être prise au sérieux. Puis vint Cologne. Wilhelm Bartelbort commandait un Panther de la Panzerbrigade 106. Et dans l'après-midi du 6 mars 1945, il se sentait aussi confiant que n'importe quel commandant de char allemand pouvait se sentir dans ces derniers mois désespérés de la guerre. Son équipage avait positionné leur Panther sur la place de la cathédrale de Cologne, utilisant les décombres des bâtiments bombardés pour fournir une couverture partielle de la caisse. L'espace ouvert de la place leur donnait des champs de tir dégagés dans plusieurs directions. Quand les chars américains approcheraient, ils les verraient venir de centaines de mètres. C'était leur terrain, leur avantage, et l'équipage de Bartelbort savait comment l'utiliser. Vers 15h20 dans l'après-midi, Bartelbort repéra un mouvement près de l'hôtel Guéréon détruit à travers son périscope. Il signala l'observation à son tireur, identifiant la cible comme ce qui semblait être une variante inhabituelle de Sherman avec un canon allongé. La portée était d'environ 300 mètres, ce qui était pratiquement une portée à bout portant pour le canon de 75 mm à haute vélocité d'un Panther. Cela devrait être rapide et propre, pensa peut-être Bartelbort. Un tir, une destruction. Comme des dizaines d'engagements auparavant, il donna l'ordre de tirer. Le canon du Panther parla en premier, comme la doctrine tactique l'exigeait. L'obus traversa les 300 mètres en une fraction de seconde et frappa le blindage frontal du char américain qui approchait, avec l'impact solide que Bartelbort et son équipage avaient entendu d'innombrables fois auparavant. Mais ce qui se passa ensuite était impossible. Au lieu de pénétrer, au lieu de l'explosion et du feu attendu, l'obus ricocha vers le haut dans une gerbe d'étincelles. Bartelbort eut peut-être 3 secondes pour traiter cette impossibilité avant que le tir de retour n'arrive. Du côté américain, le sergent-chef Robert Early commandait le Pershing que son équipage avait surnommé Eagle 7. Son tireur, le caporal Clarence Moyer, avait déjà acquis le Panther dans sa lunette de visée. Le char allemand avait tiré en premier, mais quand cet obus rebondit sur le blindage frontal d'Eagle 7, Smoyer sut qu'ils avaient l'avantage. Il centra son réticule sur le mantelet du Panther et tira un seul obus de 90 mm. Le projectile transperça la face de la tourelle du Panther comme si le blindage n'était pas là. À l'intérieur du char allemand, l'équipage n'eut pas le temps de comprendre ce qui les avait tués. Les munitions s'enflammèrent presque instantanément, et le Panther éclata en flammes. L'engagement entier, du premier tir à la destruction, dura moins de 15 secondes. Le caméraman du Signal Corps Jim Bates captura toute la séquence sur film et ces images deviendraient l'une des preuves documentaires les plus importantes de la guerre. Le film montre ce qui se passa ensuite. Un autre char allemand à proximité,
Les récits divergent sur le fait qu'il s'agissait d'un Tiger ou d'un autre panthère, tenta d'engager Eagle 7. Il fut lui aussi détruit par le Pershing d'un seul tir frontal. L'engagement total dura moins de 100 minutes, mais ces 5 minutes démontrèrent de manière concluante que les chars américains pouvaient maintenant égaler le blindage allemand dans la seule catégorie qui avait toujours appartenu à la Wehrmacht, la puissance de feu. Karl Hoffmann regarda le panthère de Wilhelm Bartelbort brûler depuis sa propre position sur la place. À travers son périscope endommagé, il pouvait voir les flammes consumer le char, pouvait imaginer ce qui était arrivé à l'équipage à l'intérieur. Il avait servi avec Bartelbort, s'était entraîné avec lui, avait partagé d'innombrables repas et conversations pendant la longue retraite depuis la France. Maintenant, son ami était mort, tué par une arme qui n'était pas censée exister. Hoffmann étudia le char américain qui avait fait cela. La signature du canon était fausse, trop lourde pour un Sherman de 75 mm. La façon dont il avait repoussé le premier tir de Bartelbort était fausse. Tout dans cet engagement violait ce qu'il comprenait du blindage américain. Et dans ce moment de reconnaissance, Hoffmann prit une décision qui aurait été impensable des semaines plus tôt. Il ordonna à son équipage de se retirer plutôt que d'engager une menace inconnue. Les survivants qui réussirent à revenir au poste de commandement de la Panzerbrigade 106 déposèrent leur rapport ce soir-là. Ils décrivirent un char américain avec ce qui semblait être un canon de 90 mm avec un blindage frontal lourd qui déviait les obus de Panthère à 300 mètres. Si de tels rapports atteignirent le quartier général supérieur, il n'aurait été que quelques messages parmi beaucoup d'autres dans les derniers mois confus de la guerre, et les officiers allemands avaient déjà des années d'expérience à combattre des Sherman et croyaient généralement que les chars américains étaient plus faibles que les Tigers et les Panthers. Cette longue habitude de penser leur rendait plus difficile d'imaginer que les États-Unis puissent soudainement déployer un nouveau char lourd qui représentait une vraie menace pour leur meilleur blindage. En quelques heures, l'engagement de Cologne déclencha quelque chose approchant la panique à l'Oberkommando West. À la fin février et début mars 1945, plusieurs unités allemandes commencèrent à envoyer leurs propres rapports sur un nouveau char lourd américain. Ces messages étaient des réactions locales plutôt qu'une directive unique à l'échelle du théâtre, mais ils montraient quand même une vraie incertitude au sein des forces blindées. Les commandements étaient clairs: signaler immédiatement toute rencontre avec de nouveaux chars lourds américains, fournir des descriptions détaillées, évaluer les capacités, transmettre toutes les informations au quartier général du renseignement sans délai. Les réponses qui affluèrent au cours des jours suivants peignirent un tableau de surprises technologiques que les commandants allemands eurent du mal à accepter. Plusieurs équipages signalèrent des chars américains avec des canons de la classe 90 mm. Un blindage frontal lourd qui battait les obus de Panthère aux portées de combat. Les Pershing détruisirent effectivement des Panthères et même un Tiger, mais tous les engagements confirmés eurent lieu aux distances normales du front occidental, généralement bien en dessous d'1 kilomètre. Il n'y a pas de preuves fiables de Pershings marquant des destructions à des portées extrêmes. Le schéma était cohérent, les détails correspondant à travers les rapports de différents secteurs, différentes unités, différents engagements. Ce n'était pas de la panique ou une mauvaise identification, c'était réel. Certains équipages allemands prirent d'abord le Pershing pour une nouvelle variante de Sherman, surtout à longue distance. Mais il n'y a pas de preuve que Sherman à canon long était un nom commun ou officiel, incapable ou refusant de concevoir une conception de char lourd américain entièrement nouvelle. Le malentendu persisterait pendant des semaines, contribuant à des erreurs tactiques alors que les commandants allemands tentaient d'engager les Pershing en utilisant des tactiques anti-Sherman qui étaient pires qu'inutiles. Les écoles d'entraînement des Panzerwaffe eurent du mal à répondre. Ils n'avaient aucune information sur le nouveau véhicule américain à distribuer aux équipages. Les tableaux de reconnaissance n'existaient pas. Les manuels tactiques supposaient que les canons de chars américains ne pouvaient pas pénétrer le blindage lourd allemand frontalement, une supposition qui était maintenant manifestement fausse. À la mi-mars 1945, environ 20 Pershings étaient opérationnels sur le théâtre européen, avec d'autres arrivant chaque semaine. 20 chars parmi les milliers de Sherman en service semblent insignifiants, à peine dignes d'attention dans la grande échelle des opérations militaires. Mais le petit nombre de Pershings attira effectivement l'attention et causa une incertitude locale, surtout dans les unités qui ne s'attendaient pas à un nouveau char lourd américain. Cependant, leur impact psychologique global sur la force blindée allemande fut limité par la situation d'effondrement de 1945. Le problème était l'identification. À longue distance ou par mauvaise visibilité, certains équipages allemands pouvaient confondre le Pershing avec un Sherman.
Mais les deux chars avaient des formes clairement différentes. La mauvaise identification arrivait, mais elle n'était pas universelle ou inévitable. Et cette incertitude changeait tout. Chaque engagement devenait un pari. Ce char qui approchait était-il un Sherman qu'il pouvait détruire facilement? Ou était-ce un Pershing qui pouvait les tuer à distance? Il n'y avait aucun moyen de savoir jusqu'à ce que les tirs commencent. Et à ce moment-là, il pouvait être trop tard. Les forces allemandes ne récupérèrent pas de pièces de Pershing à Elsdorf. La plupart des connaissances sur le Pershing vinrent de l'observation sur le champ de bataille et de documents techniques américains qui devinrent disponibles après la guerre. Le Pershing utilisait une grande tourelle moulée, une méthode que les Allemands comprenaient aussi, même s'ils s'appuyaient davantage sur la construction soudée. La conception montrait quand même une approche américaine différente de la production et de la protection de l'équipage. Le moteur Ford GAA V8 produisait 500 chevaux tout en maintenant une fiabilité que les moteurs allemands ne pouvaient atteindre même en temps de paix, encore moins pendant une guerre totale avec des ressources étirées au-delà du point de rupture. La transmission incluait des caractéristiques avancées qui semblaient impossiblement complexes, mais fonctionnaient sans problème dans les conditions de terrain. Le Pershing avait un stabilisateur, mais de nombreux équipages l'éteignaient parce qu'il était difficile à utiliser. Il offrait une certaine aide, mais il ne permettait pas un tir précis constant en mouvement. La rotation motorisée pouvait faire pivoter la tourelle massive de 360 degrés en 15 secondes. Mais peut-être le plus démoralisant étaient les petits détails que les rapports techniques incluaient presque comme des notes de bas de page. Le Pershing offrait une meilleure disposition intérieure et protection des munitions que la plupart des chars allemands de fin de guerre, bien qu'il ne fût pas plus grand à l'intérieur que chaque conception allemande, avec une meilleure ergonomie et des caractéristiques de confort pour l'équipage. Le stockage des munitions incluait des systèmes de rangement humides conçus pour prévenir les incendies, une caractéristique de sécurité dont les chars allemands avaient désespérément besoin, mais manquaient. Même des touches mineures comme les surfaces rembourrées et l'éclairage intérieur montraient une attention au confort et à la survie de l'équipage que les conceptions allemandes avaient sacrifié dans la poursuite du blindage et de la puissance de feu maximum. Le rapport circula à travers les écoles d'entraînement des Panzers et les quartiers généraux des unités. Et avec eux se répandit une prise de conscience qui coupait plus profondément que n'importe quelle défaite tactique. Les Américains n'avaient pas simplement égalé la conception des chars allemands par chance ou par accident. Ils l'avaient potentiellement améliorée de manière que les ingénieurs allemands n'avaient même pas considérée comme importante. La démocratie industrielle qu'on leur avait appris à mépriser, la nation métisse d'immigrants et d'ouvriers d'usine, avait atteint la parité technique tout en maintenant une supériorité de production qui faisait paraître la capacité manufacturière de l'Allemagne primitive en comparaison. Les mathématiques de la production racontaient une histoire peut-être encore plus démoralisante que les spécifications techniques. Au début de 1945, l'Allemagne produisait encore plusieurs centaines de chars et autres véhicules blindés chaque mois. Mais c'était bien en dessous du pic de production de 1943 à 1944, et cela ne pouvait plus suivre le rythme des pertes alliées. Les pénuries de carburant, la rareté des matières premières, les bombardements alliés des installations industrielles et la perte de travailleurs qualifiés au profit de la conscription militaire avaient réduit la production allemande de chars à une fraction de son pic de 1943. Sur l'ensemble de la guerre, l'Allemagne construisit environ 1350 chars Tiger et approximativement 490 Tiger II Kim Tiger, ce qui représentait un total modeste comparé à la production alliée de chars. Ce n'étaient pas de petits chiffres selon les standards de la plupart des nations, mais ils pâlissaient en comparaison de ce que l'industrie américaine accomplissait. Tandis que l'Allemagne luttait pour maintenir ne serait-ce qu'une production réduite, les usines américaines avaient construit un peu plus de 2200 chars M26 en octobre 1945. Et cela s'était produit en moins d'un an de production. L'usine de Grand Blanc de Fischer produisit environ 1190 de ces Pershing, et le millier restant provenait principalement de l'usine de chars de l'Arsenal de Détroit. Et de manière cruciale, cette production s'effectuait tandis que les usines américaines maintenaient simultanément la production de Sherman, la production d'avions, la production de navires et la fabrication de chaque autre arme, véhicule et pièce d'équipement que la guerre industrielle moderne exigeait. La comparaison des infrastructures révélait la disparité fondamentale. Les usines de chars américaines couvraient plusieurs millions de pieds carrés de surface au sol et, avec les autres usines de défense, formaient un système industriel que l'Allemagne ne pouvait égaler. L'usine de chars de l'Arsenal de Détroit seule s'étendait sur plus de 100 acres et pouvait produire des milliers de chars. Et des entreprises comme Fisher Body convertirent des usines automobiles entières à la production de chars en seulement quelques mois.
Les équipages de chars allemands savaient par expérience et par les documents capturés que l'industrie américaine pouvait remplacer les pertes bien plus vite que l'Allemagne, et cette connaissance sapait déjà le moral. Quand ils apprirent que les États-Unis déployaient également un nouveau char lourd comme le Pershing, de nombreux soldats sentirent que l'équilibre industriel était passé de difficile à désespéré. L'équation mathématique de la guerre était passée de difficile à impossible. Ils n'affrontaient pas simplement un adversaire techniquement capable, ils affrontaient un adversaire qui pouvait remplacer les pertes à des rythmes que l'Allemagne n'avait jamais égalés, même au sommet de sa puissance. L'impact psychologique de cette prise de conscience se répandit à travers la Panzerwaffe comme une maladie. Les équipages de chars qui avaient maintenu leur esprit combatif malgré des pertes terribles et une retraite constante l'avaient fait en s'accrochant à une certitude. Leur char était supérieur. Quand cette certitude mourut, quelque chose d'essentiel se brisa dans l'esprit des forces blindées allemandes. En 1945, de plus en plus de chars allemands étaient abandonnés à cause de pannes mineures, de manque de carburant ou de peur des attaques aériennes alliées, et les équipages n'avaient plus la volonté ni le soutien pour continuer à combattre. Dans certains secteurs où de nouveaux chars lourds américains étaient signalés, les soldats allemands abandonnaient encore plus vite des véhicules qui auraient pu être réparés parce qu'ils sentaient que la guerre était déjà perdue. Des positions défensives qui auraient dû tenir des jours s'effondraient en quelques heures. Des équipages qui autrefois tenaient bon face à des chances écrasantes se retiraient maintenant au premier contact avec les blindés américains. L'impact matériel de 20 Pershing parmi des milliers de chars américains était minimal, mais l'impact psychologique était paralysant. Les commandants de chars allemands ne pouvaient pas savoir s'ils affrontaient des Sherman ou des Pershing avant que l'engagement ne commence, et cette incertitude s'avéra plus efficace que n'importe quelle présence réelle de Pershing. La bataille de Dessau, livrée du 21 au 23 avril 1945, montra comment les combats de fin de guerre avaient changé. Les défenseurs allemands disposaient encore de Panthers et d'au moins un char lourd dans la zone, et la 3e division blindée rapporta plusieurs jours de résistance acharnée avant que la ville ne tombe. L'attaque américaine comprenait des Sherman et un unique Super Pershing modifié. Et bien que les unités allemandes choisissaient parfois de se replier plutôt que de combattre jusqu'au bout, elles n'abandonnaient pas simplement sans résistance organisée. Les équipages de King Tiger savaient que leur char était encore très puissant sur le papier, avec un blindage frontal épais et un long canon de 88 mm. Mais en avril 1945, il manquait de carburant, de pièces de rechange et de couverture aérienne. De nombreux tankistes allemands craignaient les canons anti-chars alliés, les chasseurs bombardiers et les chasseurs de chars autant que n'importe quel char américain. Et l'apparition de quelques Pershing ajoutait une menace supplémentaire à un champ de bataille qui semblait déjà désespéré. Les unités qui avaient combattu pendant des années sur le front de l'Est subirent certains des chocs psychologiques les plus forts quand elles affrontèrent plus tard les alliés occidentaux. Le Schwere Panzerabteilung 505 avait détruit de nombreux chars soviétiques, et ses équipages se considéraient comme une élite. Ils restèrent sur le front de l'Est jusqu'à la fin de la guerre, mais des unités vétéranes similaires qui se déplacèrent vers l'Ouest s'attendaient à dominer les blindés américains comme elles avaient combattu les chars soviétiques. Dans les dernières semaines d'avril 1945, les unités blindées allemandes firent face à l'effondrement sous les attaques aériennes constantes, les pénuries de carburant et les nombreux alliés écrasants. Certains équipages étaient prudents quand ils voyaient des chars américains qu'ils ne pouvaient pas clairement identifier. Mais il n'existe pas de preuves solides que la confusion entre Sherman et Pershing fut une cause principale de leur défaite. Dans le chaos de 1945, certains rapports allemands mentionnaient des chars lourds américains dans des endroits où seuls des Sherman étaient réellement présents, ce qui montre à quel point la situation était devenue confuse. De nombreux chars allemands furent abandonnés ou détruits par leurs propres équipages à cause de pannes ou de manque de carburant. La Panzerwaffe s'effondrait principalement à cause des pénuries matérielles et de l'effondrement général de la position de l'Allemagne, les problèmes de morale s'ajoutant à ces facteurs physiques plutôt que de les remplacer. Dans les derniers mois de la guerre, de nombreuses unités allemandes, y compris des équipages de chars et de l'infanterie, tentèrent de se rendre aux alliés occidentaux plutôt que de continuer à combattre. C'était principalement parce qu'ils savaient que la guerre était perdue et craignaient la captivité soviétique, pas seulement à cause de nouveaux chars américains comme le Pershing. Dans les interrogatoires d'après-guerre et les mémoires, de nombreux vétérans tankistes allemands expliquèrent leur défaite en pointant la puissance aérienne alliée, l'artillerie et la logistique supérieure. Certains mentionnèrent également l'arrivée de chars américains mieux armés, y compris le Pershing, comme un autre signe que la force de l'ennemi continuait de croître. Mais ils ne décrivirent généralement pas cela comme le point de rupture psychologique décisif unique.
Au début de 1945, de nombreux équipages de chars allemands savaient déjà que la guerre était perdue à cause de la supériorité aérienne alliée, de l'artillerie sans fin et de la destruction du système d'approvisionnement de l'Allemagne. L'apparition de chars lourds américains comme le Pershing renforça ce sentiment dans certaines unités, mais ne le créa pas. Pour la plupart des équipages, les Tiger et les Panther ne semblaient plus être des armes miracles. C'étaient des outils puissants utilisés dans une guerre qui ne pouvait être gagnée. Après la guerre, certains vétérans allemands qui vécurent plus tard aux États-Unis parlèrent de la puissance industrielle et économique écrasante des Alliés plutôt que d'un seul char. Pour eux, la production de masse américaine, la puissance aérienne et la capacité de reconstruire d'anciens ennemis étaient des symboles plus forts de la force démocratique que n'importe quel véhicule spécifique comme le Pershing. Il y a une profonde ironie dans l'histoire de l'impact du Pershing sur le moral allemand. Au moment même où les équipages de chars allemands perdaient foi en leur supériorité technologique, les ingénieurs allemands travaillaient sur de nouvelles conceptions de chars, mais la plupart restèrent sur le papier et n'atteignirent jamais un stade où leur performance réelle pouvait être comparée aux chars américains. Le programme Panther II visait à créer un char moyen amélioré. Les projets de chars standardisés E-50 et E-75 représentaient des conceptions avancées, incorporant les leçons apprises de années de combat. Ces programmes existaient sur le papier et sous forme de prototypes, et les ingénieurs allemands exploraient encore de nouvelles idées, mais le pays n'avait plus les ressources pour transformer ces conceptions en véhicules réels. Mais ils arrivèrent trop tard et en nombre trop faible pour avoir de l'importance. Ce contraste incarnait la différence fondamentale entre les approches allemandes et américaines de la guerre. Les Allemands recherchaient la perfection technique dans les armes individuelles, concevant et reconcevant pour atteindre des améliorations marginales de capacité même, tandis que la production souffrait et que l'équipement existant s'usait sans remplacement. Les Américains recherchaient une qualité suffisante en quantité massive, acceptant que leurs chars ne soient peut-être pas individuellement supérieurs, tant qu'ils pouvaient en déployer 10 ou 20 pour chaque char produit par l'ennemi. La résistance allemande devint de plus en plus désespérée à cause de la supériorité alliée globale en effectifs, en industrie et en logistique, plutôt qu'à cause du Pershing seul. Les chiffres ne mentaient pas, et même les soldats les plus dévoués comprenaient que le courage et l'habileté ne pouvaient surmonter l'arithmétique quand l'écart devenait trop grand. Le Pershing lui-même n'était pas la super-arme que les équipages allemands craignaient. La transmission s'avéra peu fiable, entraînant des pannes mécaniques qui allaient tourmenter la conception même après la fin de la guerre. Le canon de 90 mm, bien que puissant, avait une cadence de tir plus lente que le 88 mm allemand. Le blindage, bien qu'incliné et efficace, était en fait plus mince par endroits que les plaques massives du King Tiger. Mais l'impact psychologique ne dépendait pas de la supériorité technique du Pershing. Il dépendait de la destruction des hypothèses allemandes sur les capacités américaines. L'analyse statistique de l'efficacité au combat du Pershing est de toute façon problématique. Puisque seulement environ 20 virent un combat réel avant la capitulation de l'Allemagne, la taille de l'échantillon est trop petite pour faire des affirmations significatives sur les ratios de destruction ou l'efficacité au combat. Ce qui importait n'était pas combien de chars allemands le Pershing détruisit. Ce qui importait était comment la simple existence du Pershing affectait le moral allemand et la prise de décision tactique. Les équipages allemands croyaient que les Américains avaient atteint la parité ou la supériorité en matière de chars, et cette croyance façonnait leurs actions plus puissamment que les capacités techniques réelles des chars qu'ils affrontaient. 20 Pershing au combat contribuèrent à briser l'esprit de la Panzerwaffe, non pas par des victoires écrasantes ou en dominant chaque engagement, mais parce que le Pershing montrait que la conception américaine de chars s'améliorait, bien qu'il n'ait pas joué un rôle majeur dans le changement des croyances allemandes sur la supériorité technique. Aujourd'hui, les M26 Pershing survivants se dressent dans des musées du monde entier comme témoignage silencieux de l'accomplissement industriel américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Au musée Patton de la cavalerie et des blindés à Fort Knox, Kentucky, un Pershing se tient à côté d'un King Tiger capturé. Et au musée Patton de la cavalerie et des blindés, un Pershing se tient à côté d'un King Tiger capturé. Les expositions de musées comparent souvent leur blindage et leur puissance de feu, mais de telles comparaisons n'expliquent pas pleinement l'effet psychologique que le char américain eut sur ses adversaires en temps de guerre. Mais cette plaque, aussi précise soit-elle dans sa description de l'épaisseur du blindage, de la pénétration du canon et de la puissance du moteur, ne peut capturer la révolution psychologique que le char américain créa. Le moment où ils réalisèrent que l'avantage technologique sur lequel ils avaient compté avait disparu. La compréhension que l'industrie américaine avait accompli ce qu'on leur avait enseigné être impossible.
Pour certains observateurs, le Pershing devint plus tard un symbole de la façon dont l'industrie américaine avait atteint un niveau que l'Allemagne ne pouvait plus égaler. Cette interprétation reflète des vues d'après-guerre plutôt que des déclarations largement enregistrées de vétérans allemands. Les chiffres racontent leur propre histoire, austère et sans compromis. 20 Pershing virent le combat, un nombre statistiquement insignifiant dans le contexte d'une guerre mondiale. Environ 310 Pershing furent expédiés en Europe, mais seulement une vingtaine atteignirent le champ de bataille avant la fin de la guerre. 2222 produits en octobre 1945 contre 1347 chars Tiger I et 492 King Tiger produits pendant toute la guerre. Mais à la fin de la guerre, l'industrie américaine avait produit un peu plus de 2200 chars Pershing, selon la façon dont les coques inachevées étaient comptées. La plupart de ces véhicules furent achevés en 1945. Fisher Body construisit environ 1739 Pershing, tandis que l'arsenal de chars de Détroit en produisit environ 473 de plus. Beaucoup de ces véhicules furent achevés après le jour de la victoire en Europe et ne participèrent pas au combat. La production totale de l'Allemagne pour toute la guerre, 1347 chars Tiger I et 492 King Tiger. Les Américains avaient construit la capacité de surpasser la fabrication allemande de chars lourds tout en maintenant une production simultanée de chars moyens, chars légers, chasseurs de chars, avions, navires, camions et chaque autre pièce d'équipement que la guerre industrielle moderne exigeait. Les mathématiques de la psychologie fonctionnaient différemment des mathématiques de la production, mais elles étaient tout aussi réelles et tout aussi dévastatrices. Le long canon que les équipages allemands voyaient à travers leur périscope dans ces batailles finales n'était pas seulement une arme. C'était la preuve que tout ce qu'on leur avait dit sur l'infériorité américaine était un mensonge. Que la guerre qu'ils pensaient pouvoir encore gagner était déjà perdue. Que le courage, l'habileté et l'excellence tactique ne pouvaient surmonter un ennemi qui possédait à la fois la capacité technologique et une capacité industrielle illimitée. La leçon fondamentale de l'impact du Pershing dépasse les spécifications techniques des canons, du blindage et des moteurs. Elle parle d'une vérité sur la guerre que les stratèges comprennent depuis l'Antiquité, mais que chaque génération semble condamnée à réapprendre. La supériorité technologique est temporaire, mais la capacité industrielle et la capacité d'innover perdurent. Les tankistes allemands apprirent cette leçon de la manière la plus dure possible, fixant le canon d'un 90 mm américain qui prouvait que les sociétés démocratiques pouvaient produire des armes égales à tout ce que les systèmes autoritaires créaient. L'équipage de chars allemands impliqué dans la bataille de Cologne reste incertain, et de nombreux détails sur le commandant sont encore débattus par les historiens. Le moment où il réalisa que le char approchant à travers les décombres n'était pas un Sherman, que son ami Wilhelm Bartelbort était sur le point de mourir, que la certitude à laquelle il s'était accroché à travers des années de retraite et de perte était sur le point d'être brisée avec tout le reste. Le titre de cette histoire pose une question simple. Quand les tankistes allemands apprirent-ils que le Pershing américain avait un canon de 90 mm capable de tuer leur Tiger? La réponse est simple. Ils l'apprirent quand ces canons parlèrent au combat. Quand les premiers obus percèrent un blindage censé être invulnérable, quand le mythe de la supériorité allemande mourut dans le feu et les explosions sur les champs de bataille à travers l'Allemagne de l'Ouest dans les derniers mois de la guerre. Mais la vérité plus profonde est plus complexe et plus humaine. Ils apprirent non seulement sur un canon ou un char, mais sur eux-mêmes, leur ennemi et la nature de la guerre qu'ils menaient. Ils apprirent que la démocratie industrielle qu'on leur avait enseignée à mépriser était plus que capable d'égaler leurs meilleurs efforts. L'industrie allemande s'affaiblit à cause des bombardements, des pénuries de carburant et de la perte de ressources. Tandis que les États-Unis continuaient d'étendre leur production, ils apprirent que la guerre était perdue non pas dans une seule bataille ou campagne, mais dans les usines de Détroit et les bureaux d'études des firmes d'ingénierie américaines, et la détermination d'une nation qui avait été attaquée et avait décidé de riposter avec toutes les ressources à sa disposition. 20 Pershing au combat. Environ 310 Pershing furent expédiés en Europe, mais seulement une vingtaine atteignirent le champ de bataille avant la fin de la guerre. 2222 produits en octobre 1945 contre 1347 chars Tiger I et 492 King Tiger produits pendant toute la guerre. Les chiffres racontent une partie de l'histoire, mais la vraie histoire est dans l'esprit des hommes qui affrontèrent ces canons, qui comprirent ce qu'ils signifiaient. De nombreux soldats allemands se rendirent parce que leurs approvisionnements étaient épuisés et leur position désespérée, pas à cause d'un seul char allié. Le 6 mars 1945,
Sur la place de la cathédrale de Cologne, vers 15h47, le Feldwebel Karl Hoffmann regarda à travers son périscope endommagé et vit quelque chose qu'il ne reconnut pas. Dans les minutes qui suivirent, il regarda son ami mourir et réalisa que tout ce qu'il croyait sur la supériorité technologique allemande était faux. Ce moment, répété avec des variations à travers le front occidental, dans le combat direct et dans les rumeurs, et dans les peurs d'hommes qui ne rencontrèrent jamais réellement un Pershing, mais savaient qu'ils existaient, contribua à mettre fin à la guerre en Europe. Le long canon que les équipages allemands voyaient à travers leur périscope n'était pas seulement une arme. C'était la fin d'une ère, la mort d'un mythe, et le début de la compréhension que les chasseurs étaient devenus les chassés. Quand les tankistes allemands surent finalement que le Pershing américain avait un canon de 90 mm capable de tuer leur Tiger, ils le surent parce que ces canons avaient déjà parlé. Et dans ce terrible moment de reconnaissance, au début de 1945, l'Allemagne perdait déjà la guerre à cause de nombreux problèmes stratégiques, et le Pershing n'apparut que dans les derniers mois. Le Pershing se dresse aujourd'hui comme témoignage de ce que des peuples libres peuvent accomplir quand ils sont menacés, de ce que la démocratie industrielle peut produire quand elle est défiée, de ce que les ouvriers américains à Détroit et au Michigan, et à travers 22 États, construisirent tandis que les équipages de chars allemands croyaient encore être invincibles. 20 chars virent le combat et aidèrent à briser l'esprit de la Panzerwaffe. Non pas par des nombres écrasants, non pas par une brillance tactique, mais par la simple preuve dévastatrice que l'ingénierie américaine avait rattrapé son retard, que l'avantage sur lequel les équipages allemands avaient compté avait disparu, et que la fin arrivait, qu'ils l'acceptent ou non. Dans les décombres de la place de la cathédrale de Cologne, au milieu de la fumée et du feu des chars en flammes, cette vérité devint inévitable. Le mythe mourut là, et avec lui mourut le dernier espoir des équipages de chars allemands, que la technologie supérieure pourrait encore renverser le cours d'une guerre que l'arithmétique, l'industrie et la détermination des peuples libres avaient déjà décidé. Si vous avez trouvé cette histoire de courage, d'innovation et des marées changeantes de l'histoire captivante, veuillez vous abonner à notre chaîne pour plus de récits historiques approfondis qui donnent vie au passé. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer les histoires des hommes et des machines qui ont façonné notre monde.